Bonjour à tous. Moi, c'est Carole. Je suis marin cuisinière à bord. Et Moi, je suis Léa, je suis scientifique à bord. Et donc aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Ouais, voilà, Vous êtes donc vous pas prêt, voyez, monsieur? Il faudrait l'ordi captain dans ce cas, parce que. Ouais, mais je sais pas si ton ordi il a le logiciel installé. alors, on est aussi Quoi, dans le PC2? la passerelle, donc il y a pas mal de passages. Vous entendez certainement en fond le capitaine parler à la recherche ça d'une caméra que marche. nous tout. Ça marche. Donc là, vous l'avez entendu, vous êtes avec Léa, donc je vous disais juste avant, et du coup, c'était Carole, donc qui est marin cuisinière à bord. Alors du coup, ce qu'on va faire en attendant la caméra, c'est qu'on va commencer les questions. Et comme j'ai un petit support, moi, avec des photos, je pourrais les présenter aux classes. Et puis, comme ça, après, ou même vous pouvez. Alors mince, voilà. Et ensuite, dès que vous avez la caméra, comme ça, vous pourrez nous montrer qui vous êtes, où vous êtes, etc., etc. Ça vous va? Super. Allez. Ça marche. Alors, les classes, du coup, c'est à vous. Vous pouvez lever la main ou poser vos questions à l'écrit. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec les questions. Donc, j'ai une question de l'école, de la classe de Julien Degouy. Donc, j'active votre son. Il faut activer votre micro. À chaque fois, ça vous envoie une petite demande d'activation du son. Donc là, ça doit fonctionner. Et vous pouvez vous présenter, dire de quelle classe vous êtes, comment vous vous appelez, et poser votre question à Léa et Carole. Vous nous entendez? Bonjour, oui, Julien Degouy. On est deux classes de CE2 là réunies. Et j'ai une question de Bérénice qui va venir vous parler. Très bien. Bonjour Bérénice. Ma question c'était est-ce que l'équipage Tara, est-ce qu'il fait tout le tour du pays? Est-ce qu'il va dans tout le pays ou pas? Le monde, peut-être. Quand il est en Alors, escale. En escale. Est-ce qu'il fait le tour de chaque pays là où ils font escale? D'accord. Oui, d'accord. Très bien. Bonjour Bérénice. L'équipage, en fait, on a des escales prévues que vous pouvez voir d'ailleurs sur le tableau là, le fond d'écran de la mission microbiome. Et du coup, on s'arrête vraiment à ces escales-ci. On a, comme actuellement là à Punta Arenas, on a quand même pas mal de travail. Moi, par exemple, je dois remplir le bateau de nourriture. Les marins, ils doivent aller chercher des outils, etc., etc. Et du coup, on a un peu de temps pour visiter, mais on est quand même au travail, quoi. On fait pas du tourisme. Et après, on a aussi des fois des classes d'enfants qui viennent visiter le bateau. Et là, ça nous permet de rencontrer des gens, des locaux, en fait. Voilà. Très bien, merci. 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 Merci Bérénice. Alors, j'ai une question à l'écrit de l'école Raoul Ridou à Fort-Mahon qui vous demande quelle heure il est à Punta Arenas. Alors, vas-y Léa, je t'en prie. Alors, il est 10h20 à Punta Arenas du matin, aujourd'hui. C'est ça, donc on a 4 heures de décalage horaire. Nous, il est 14h20 presque. Donc, du coup, c'est ça, on a 4 heures. Ça marche. Alors, du coup, maintenant, on va aller dans la classe de Patrice. Oui. Ça marche? Vous nous voyez? Ah, alors attends, il faut que je fasse une petite manip. Oui, on vous voit, super, génial. Super. Très bien. Du coup, je vous laisse vous présenter, comment on vous voit, dire où vous êtes, dans quelle pièce vous vous situez. Super. On va pas bouger la caméra. Enfin, si on peut peut-être essayer, mais bon, c'est une prise de risque là. Oulala. Et donc là, on est dans la timonerie, dans la passerelle, dans l'endroit où on dirige le bateau. Donc au-dessus, au niveau du pont. La personne qui tire la caméra, c'est Léa, donc la scientifique, et moi-même, voilà, je montre mon nez. Donc là, vous avez tous les outils de navigation. Ici, les manettes moteurs. Pas mal de voilà sur tribord on a les ordinateurs avec la carte du bateau, où est positionné le bateau. Donc là on est à quai dans le port, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va remettre la caméra. Super, très bien. Génial. Alors du coup, donc maintenant qu'on sait qu'il est 10h20 à Punta Arenas, alors on va continuer les questions.
Alors, donc, on va aller dans la classe de Patrice Repelin. Donc, j'active votre son. Alors, est-ce que vous nous entendez dans la classe de Patrice Repelin? Il faut activer le son. Sinon, je vais prendre une... Alors, ça a l'air de... Vous nous entendez? Oui. Super. Pourquoi êtes-vous à Punta Arena? Alors, j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Pourquoi êtes-vous à Punta Arena? Alors, on vous entend plus, Carole et Léa. Alors, je désactive votre son, je le réactive. Il y a peut-être un câble qui a été déconnecté au moment où on a bougé. Alors non, ça, on ne vous entend pas. Alors, moi, c'est connecté de mon côté, donc il y a peut-être juste un petit branchement à refaire ou... Alors, utiliser C'est le bon, matériel, ça fonctionne. On vous entend, ça y est. Il doit y avoir un petit truc, une petite connexion. Alors, est-ce que vous avez bien entendu la question, du coup? Bien entendu. Donc, on est à Punta Arenas parce qu'on revient de, donc, qui est une ville chilienne. Et en fait, on revient d'Antarctique. Donc, on est parti d'Ushuaia, qui est juste à côté, mais qui est côté Argentine. On est parti 2 mois en Antarctique et pour le retour, on est venu à Punta Arenas pour pas mal pour faire une rotation équipage, pour refaire le plein de vivres, parce que là, on n'avait plus rien. Au bout de 2 mois, on avait encore des choses, mais au niveau des fruits et légumes frais, ça commençait à être très, très limité. Et puis aussi pour des raisons de matériel, de livraison de matériel, c'était plus simple de le faire ici. Et ensuite, c'est parti pour l'Afrique du Sud. C'est ça, exactement. Comme on vous a montré tout à l'heure, l'équipage, après, vont traverser tout l'Atlantique pour aller en Afrique du Sud et donc arriver dans 2 mois à peu près. Alors maintenant, du coup, j'ai une question de la classe de Sophie Lalanne qui demande si vous avez vu des requins ou des dauphins en mer. Alors, on n'a pas vu de requins. Par contre, on a vu énormément de dauphins de plein de types différents, comme les dauphins commerçants qui étaient dans le détroit de Magellan. C'est le détroit qui nous permet d'arriver à Punta Arenas. Ça, c'est une baleine. On a aussi vu des J'ai baleines. pas de photo de dauphin, désolée. Je vous mets ce que j'ai pas de photo de dauphin. Ah si, j'en ai un là. En fait, en Antarctique, c'est pas trop la région pour les requins. Par contre, on aurait pu voir des orques, mais ils n'étaient pas, je sais pas, c'était peut-être pas la saison. Et on a vu beaucoup de baleines, par contre. On a vraiment été très gâtés pour les baleines, les dauphins, les otaries, les phoques, les léopards de mer. En animaux marins, on a été très, très gâtés. Ouais. Et bien sûr, les manchots. Et les manchots, pardon. Voilà. Ah, bah justement, vous pouvez nous parler des manchots. On a plein de photos des manchots. Ça marche. Alors, maintenant, on va aller... Oups, pardon, il y a un petit décalage, désolé. Non, bah ça, c'est des manchots papous, ceux-là. Ah, je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Manchots papous. Ah, c'est ça. On a vu plein de races différentes. Ça marche. Alors, on va continuer maintenant. On va aller dans la classe de Muriel Nicolas. Donc, Muriel, j'active votre son. Est-ce que vous nous entendez, Muriel? Oui. Super, on vous écoute. Quelle forme de poisson étudiez-vous en Antarctique? Alors, on étudie le phytoplancton, qui sont les micro-algues qui sont présentes dans l'océan. Donc, on étudie moins le poisson et plutôt ces tout petits éléments marins qui sont difficilement visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui nous intéresse principalement sur cette mission. Voilà, c'est ce que tu peux voir ici à l'écran, différents types de phyto et de zooplancton. C'est comme ça qu'on fait un petit peu la différence. Par exemple, celui qui est en bas à gauche, c'est un type de phytoplancton, donc c'est plutôt l'équivalent de la forêt pour la mer, c'est des végétaux. Et ensuite, celui du milieu, par exemple, c'est un zooplancton, donc c'est un tout petit animal marin. Oh. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Merci. Et on a une autre question. On va juste...
excuse-moi, juste, j'ai beaucoup de questions, donc je reviendrai dans ta classe juste après qu'on ait répondu à toutes les questions, parce qu'il y a encore plein d'élèves qui ont des questions, donc j'aimerais juste que tout le monde pose une question. Donc, on va revenir juste après. Alors, du coup, j'ai une question de la classe de Karine Saredjan qui demandait s'il y a une différence de température entre l'Arctique et l'Antarctique dans l'eau et dans l'air. Alors, ça dépend toujours de la période. En Antarctique, dans l'air au-dessus du continent, il peut faire beaucoup plus froid qu'en Arctique. Vraiment, au niveau du continent, on peut atteindre moins 70 degrés, alors qu'en Arctique, on va être plutôt autour de moins 30. Et dans la mer, par contre, on va avoir tendance à atteindre des températures similaires parce qu'à partir d'une certaine température, l'eau, elle va geler. Et on sait qu'on forme de la glace en Arctique et en Antarctique. Donc, dans les deux continents, on va avoir de l'eau qui est à la température de congélation, donc en dessous de 0 degré. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Elsa Morgot pour une question à l'oral, parce qu'on a une petite main qui est levée. Alors, voilà, on vous écoute. Vous pouvez vous présenter et poser votre question à Carole et Léa. Bonjour, je m'appelle Ewen et ma question est: avez-vous eu les mêmes planctons au large du Brésil qu'en Antarctique? Salut Ewen. Il y a certains types de phytoplancton et de plancton qu'on a retrouvés, mais entre le Brésil et l'Antarctique, on trouve quand même énormément d'espèces qui sont différentes. Et ce qui est très intéressant avec l'Antarctique, c'est qu'il y a des espèces de plancton en Antarctique qui sont vraiment propres à l'Antarctique et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est celle-là qui nous intéressait le plus. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Romane dans la classe d'Aline Desmuliers, maintenant elle écrit, qui demande si la vie sur un bateau, c'est compliqué. Alors, c'est pas foncièrement compliqué. Après, il y a quand même, en fait, on est sur un bateau qui bouge, qui est toujours en mouvement. Donc, il y a quand même une organisation à avoir autour de ça parce que tous les objets, tous les meubles, tout bouge en fait. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout soit bien fixé, sécurisé pour éviter les accidents. Ensuite, et ben voilà, sur le bateau, on est 14 à vivre ensemble. Le bateau fait 36 mètres de long. Donc on a quand même de la place, mais on n'en a pas non plus autant que si on voulait sortir dans le jardin, quoi, ou de la maison. En fait, c'est comme un petit confinement dans un bateau, quoi. Mais non, c'est pas compliqué et ça crée aussi des rapports humains, des échanges aussi très intéressants, en fait, que l'on ne pourrait pas forcément avoir dans une vie, dans un travail de tous les jours, à terre peut-être. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Il y a une entraide aussi qui se crée, il y a une organisation pour le ménage, pour le service, pour la vaisselle, pour faire les quarts de nuit, et donc ça crée aussi une solidarité. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans une autre classe. On va aller dans la classe de Aurélie Thérion. Hop, je réactive votre micro. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Bon, ok. Vous nous entendez? Oui, c'est tout bon. Vous pouvez poser votre question. Alors, Italia va poser la question. Bonjour, avez-vous bien vécu la traversée? Vous avez entendu La traversée. Alors, la traversée de l'Antarctique, j'imagine. Voilà, la traversée de l'Antarctique, on a vu qu'il y avait eu une petite tempête. Eh ben oui, on l'a très bien vécu en fait, parce qu'on sait que c'est déjà on est au courant que c'est une région où ça souffle beaucoup, donc on est très très près, quoi. Tout est fixé, il n'y a pas vraiment de place à l'imprévu en fait. On fait en sorte que tout soit bien préparé. Et puis et ensuite on est quand même sur un bateau qui est fait pour ces régions-là, donc on se sent vraiment en sécurité dessus. Et donc moi personnellement je l'ai très bien vécu. Ceux qui ont le mal de mer, je sais pas. Mais je sais pas, tu l'as bien vécu? Je l'ai bien vécu, mais il faut avoir le cœur bien accroché et organiser son lit pour pas tomber. Petite logistique à bord. Ça marche. Très bien. Ça marche.
Alors, j'ai une question maintenant de la classe de Nathalie Philo qui demande quelle est la différence entre plancton et microbiome? Alors, le plancton, en fait, c'est deux mots qui sont assez généraux, mais le plancton, ça va plutôt être les organismes qui vont être un petit peu plus de grosse taille, alors que quand on va dire microbiome, on va aussi prendre en compte les virus et les bactéries qui sont vraiment encore plus petits et donc très difficiles à représenter. Et donc, quand on étudie le microbiome, on étudie vraiment tout ce qui est de petite taille dans l'océan, le plancton, les bactéries, les virus, tout ce qui compose en fait la biologie de l'océan de petite taille. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette petite précision. Alors maintenant, on va aller dans une autre classe, la classe de Myriam Adédiran. Alors, si ça fonctionne, je vous envoie une demande d'activation du son. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Victorine. Est-ce que vous naviguez aussi la nuit? Absolument, on navigue 24 heures sur 24 en fait. Le bateau ne s'arrête pas parce qu'on a envie de dormir. Et donc, il y a une organisation autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un chef de quart qui est éveillé et qui s'occupe de la conduite. Donc, le chef de quart, il va faire 3 heures. C'est-à-dire que, imaginons la nuit tombe à 9 heures, et ben, de 7 à 9, il y a quelqu'un qui est de quart pendant que tout le monde mange. Ensuite, on change de personne, de chef de quart, ça s'appelle. Donc de minuit, non, de 9h à 3h, il y a quelqu'un qui est éveillé, qui conduit le bateau, avec un deuxième de quart, donc un scientifique, moi, le journaliste, l'artiste. Il y a toujours, la nuit, ils sont deux, en fait, au cas où il y a besoin d'agir sur le pont, de prévenir quelqu'un, d'aller voir si on entend une alarme, quelque chose. Donc voilà, de 9h du soir à minuit, il y a quelqu'un. Ensuite, il y a une rotation. La personne qui était de 9h à minuit va se coucher et il y a quelqu'un qui reprend de minuit à 3h. Ensuite, cette personne va se coucher. Il y en a une qui arrive de 3h à 6h, etc. Donc, il y a un roulement qui fait qu'il y a toujours quelqu'un d'éveillé à bord pour conduire le bateau. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, j'enchaîne avec une question maintenant à l'écrit de l'école de Charancieux. Et donc là, c'est une question de Naël qui demande si vous avez une trousse de secours ou de pharmacie comme on a chez nous. Elle est même un peu plus grosse que celle que vous avez chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qui s'appelle une dotation médicale. Les marins ont une formation médicale. Donc moi, j'ai le médical 1 qui me permet de faire des points de suture, de réanimer quelqu'un éventuellement, faire du bouche à bouche, voilà, ce genre de premier secours. Mais ensuite, mécanicien, le second et le capitaine, ils ont le médical 3, ça s'appelle, et ils sont supposés savoir opérer de l'appendicite, par exemple, avec l'aide d'un médecin que l'on appelle, qui est spécialisé pour les bateaux, en fait, et on l'appelle en cas d'urgence, on met une caméra, on peut lui parler, et il nous dit exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour sauver la personne pour soigner la personne qui a un problème. Donc ça peut être aussi, on peut le contacter pour des petits bobos, des choses où on se dit ça, il faudrait pas que ça empire. En fait, on a vraiment une énorme pharmacie à bord pour soigner tous les maux, en fait, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire un petit quiz. On va continuer sur le même site que tout à l'heure, donc sur Menti. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, il suffit d'aller, comme il s'affiche en haut de l'écran, sur un site qui s'appelle menti.com. Donc, vous tapez www.menti.com et vous rentrez le code 20 02 24 75. Et donc, vous retombez sur les mêmes petits quiz que tout à l'heure. Et donc là, maintenant, vous avez des nouvelles questions. Et là, la première question, c'est, à votre avis, où se situe l'Antarctique? Est-ce que c'est au pôle Nord ou est-ce que c'est au pôle Sud? Donc là, il vous suffit de voter pour l'une ou deux options. Alors, on a 2 premiers votes pour le pôle Sud, 3 votes. Ah voilà, ça continue d'augmenter, tout le monde est d'accord pour l'instant. Alors, on a 10 votes pour le pôle Sud, 12 votes. Oh bah dis non, je vais pas assez vite, ça fait que d'augmenter. On a 17. Bon, tout le monde est d'accord, c'est bien, vous avez bien travaillé votre géographie. Alors, on est à 21 votes pour le pôle Sud. Il me semble qu'on était à 21 juste avant aussi. Donc du coup, Carole et Léa, vous pouvez nous donner la réponse? Est-ce que tout le monde a bon?
Est-ce que du coup l'Antarctique se situe bien au pôle sud? L'Antarctique est bien au pôle sud. Super, bravo à tous. Alors maintenant, on a 24 votes, super. On a d'autres classes qui nous ont rejoints. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, on n'a pas abordé encore les instruments scientifiques. On va pouvoir justement en profiter. Donc, vous voyez, alors je vais vous mettre la photo en grand. Donc là, vous voyez, vous avez un instrument scientifique qui est à bord de Tara. Et donc, à votre avis, alors peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, comment s'appelle cet instrument scientifique? Est-ce que c'est la rosace ou est-ce que c'est la rosette? Alors, on a 2 votes pour la rosette. Alors, à votre avis, les autres classes, comment s'appelle cet instrument scientifique? Et ensuite, on demandera à Léa et Carole de nous expliquer à quoi il sert. Alors, on a 1 vote pour la rosace, 12 pour la rosette. Alors, on a plein de petites bulles qui apparaissent pour la rosette. Alors, 18 votes, 20, 2 pour la rosace. Alors, on va attendre les 24 votes de tout à l'heure. Il nous manque 4 classes. Alors, la majorité pense que c'est la rosette. 19 votes. Et 2 pensent que c'est la rosace. Et effectivement, on pourrait se demander, vu la forme de l'instrument scientifique. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on est à 21. Donc, est-ce que Léa et Carole, vous pouvez nous donner la réponse? Oui, bien sûr. Non. On ne sait pas. Cet instrument-là, c'est la rosette, comme la majorité d'entre vous l'avez trouvé. C'est l'instrument qu'on utilise le plus à bord de Tara et qui nous permet, vous pouvez voir sur la photo, toutes les bouteilles. Donc là, c'est une vue du dessus. Et donc, autour d'un centre sont accrochées 12 bouteilles. Et c'est ces bouteilles-là qui nous intéressent. On va descendre cet instrument dans l'eau et à différentes profondeurs que l'instrument va atteindre, on va demander à ce qu'il y ait une des bouteilles qui soit fermée. Et comme ça nous permet de prélever de l'eau des différentes profondeurs qu'on a choisies sur toute la colonne d'eau que cet instrument va traverser. Et ensuite, il revient sur le pont avec les bouteilles qui sont pleines d'eau de différentes profondeurs. Et nous, on fait nos analyses sur ces bouteilles-là. Et ça nous permet de savoir quel plancton on va trouver à quelle profondeur dans la colonne d'eau, en quelle quantité, de savoir s'il y avait de la nourriture pour le plancton dans ces eaux-là, des nutriments ou pas. Voilà, ce genre de choses. Super, merci beaucoup et félicitations. Donc, c'est bien la rosette. Alors, tout à l'heure, on a parlé brièvement des manchots. Alors, du coup, Carole nous a parlé des manchots papous et il y a une autre espèce de manchots que l'équipage a vu en Antarctique, c'est les manchots à jugulaire. Alors là, vous avez 2 photos de manchots. Alors, à votre avis, lequel est un manchot à jugulaire? Je vous laisse voter et puis après, Léa et Carole pourront nous donner des petites précisions. Alors, lequel, à votre avis, est le manchot à jugulaire? Alors, tout le monde a l'air d'accord pour l'instant pour dire que c'est le petit manchot à droite. Alors, 10 votes, 13 votes. D'ailleurs, vous êtes des pros des manchots. Alors, on a un vote à gauche pour le manchot, enfin, un vote pour le manchot de gauche. 2 votes pour le manchot de gauche. Alors, on a 3 et 17. Alors, il me semble qu'on est à 21. Parfait, 19 à droite et 3 votes pour le manchot de gauche. Alors, du coup, Carole et Léa, est-ce que vous pouvez nous dire les 2 espèces de manchots, du coup, et lequel est le manchot à jugulaire et quelle est l'espèce de l'autre manchot? Alors, le manchot qui est à gauche, l'option 1, c'est un manchot papou. Alors que celui de droite, c'est un manchot à jugulaire, donc, et on peut le reconnaître parce qu'il a cette espèce de liseré noir au niveau des jugulaires, on va dire, quoi, sous la gorge, et ce qui fait que c'est lui. Et nous, en Antarctique, on a eu la chance de découvrir le manchot papou, le manchot à jugulaire et le manchot adélie, qui lui est quasi tout noir, sauf au niveau du ventre. Il a une tête un peu plus grosse, un peu plus triangulaire, avec des yeux différents, on va dire. Et, mais ils avaient tous à peu près la même taille, ceux qu'on a vus. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on va repartir sur les questions. Donc maintenant, on va aller, alors, donc on était dans la classe de Myriam, on va aller dans la classe de Pierre-Luc Martinez. J'active votre son. Hop, mince, alors je me suis trompée, Myriam. Hop. Bonjour, je m'appelle Mathias et
Je suis en CM1 et ma question était, avez-vous vu des déchets de plastique en Antarctique? Bonjour. Oui, on en a vu. Ouais, on en voit moins que le long du Brésil, par exemple, ou dans les rivières. Par exemple, quand on était dans l'Amazone, il y avait énormément de déchets plastiques. Mais on peut penser qu'en Antarctique, il n'y en aurait pas parce qu'il n'y a personne qui y habite et que c'est vraiment très éloigné. Mais on en trouve quand même, en petite quantité, mais il y en a quand même. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai juste coupé votre son parce que ça faisait un petit écho. Alors, du coup, j'ai une question maintenant de la classe de Malika Rivet qui demande si on découvre de nouveaux microbiomes encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont tous répertoriés? Alors non, ils sont loin d'être tous répertoriés et on en trouve des nouveaux beaucoup sur cette campagne, mais aussi en général, en particulier au niveau des bactéries et des virus qui sont moins bien connus que le plancton. Mais même, ah pardon, je m'entendais, il y a un écho en effet. Ah, pardon. Mais même au Ouais. niveau des types de plancton, on en trouve aussi des différents. Par exemple, ici, on cherchait un nouveau type de diatomée. Donc, les diatomées, c'est un type de plancton qui fait une petite carapace en verre. Et donc, l'un des objectifs de cette mission était de trouver différents types de diatomées. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Claire Chevral. J'espère que ça ne va pas vous faire un écho, sinon je couperai le son le temps qu'ils posent leurs questions. Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. 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 J'avais une question. Ça vous sert à quoi la mission microbiome? Et c'est quoi L'objectif. l'objectif? Alors, c'est une très bonne question. Du coup, ce que je disais sur le microbiome, c'est tout ce qui est petit dans l'océan et qu'on voit pas bien. Et c'est donc quelque chose qu'on connaît très peu, alors que pourtant c'est essentiel. C'est ce qui va constituer la majeure partie de la vie de l'océan. Et les gros poissons, par exemple, ou les baleines, elles dépendent du microbiome pour se développer. Parce que, par exemple, le plancton, elles vont le manger. Et donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qui va faire qu'il y ait plus de plancton à des endroits, moins à d'autres endroits. Et donc, en fait, la mission microbiome, c'est d'essayer d'en savoir plus, d'apprendre et de découvrir le microbiome à plein d'endroits de la planète, et en particulier dans cette région qui est couverte par Tara, où en fait, on voit qu'on connaît très peu des espèces qui sont présentes dans l'océan, les petites espèces, et on ne sait pas non plus en quelle quantité et quels sont leurs rôles pour la grosse biologie, c'est-à-dire les poissons et les baleines. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question de Félix qui est dans la classe de Lily Bonnet et qui demande combien vous consommez de litres d'essence? Ah, bah ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, l'essence, on l'utilise juste pour les annexes, c'est-à-dire les zodiacs. Et par contre, les moteurs de Tara consomment, comme tous les autres bateaux, ils consomment du gasoil. Donc voilà, sur tous les bateaux, c'est du gasoil, c'est pas de l'essence. Et notre consommation, j'ai plus trop les chiffres en tête. Ça dépend en fait si on est à la voile, si on est au moteur, si c'est juste pour des manœuvres de port, si on a le courant dans le nez du bateau, et c'est-à-dire qu'on doit lutter contre le courant ou pas. Et c'est 500 litres par 24 heures. Voilà, à peu près en moyenne, on va dire. Et 1000 litres si nous ne sommes que moteur. Ok, très bien, bah super. Moi aussi, j'aurais appris quelque chose. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question de la classe d'Alban Gesson. Alors, on change d'environnement, qui vous demande si vous êtes monté sur un iceberg. Alors, on n'est pas monté sur un iceberg. Par contre, on s'est approché très, très, très près pour faire des mesures juste en bas de l'iceberg. Donc, on avait choisi notre petit iceberg de préférence, qu'on avait appelé Tasmania, parce qu'il ressemblait un petit peu à la Tasmanie, une île qui est au sud de l'Australie. Et pendant une semaine, on a fait des mesures au pied de l'iceberg, tout autour,
pour essayer de voir quel était l'impact de cet iceberg sur l'océan. Mais on n'est pas monté dessus, c'est très haut. C'est très haut, ça peut être dangereux même, surtout s'il y a un morceau qui se détache et qu'on est dessus ou dessous, ça peut être vraiment, c'est quand même très lourd la glace. Et puis des plus petits icebergs, ils peuvent se retourner aussi. Enfin, c'est pas si simple de les approcher. Il y en a, ils le font, mais avec des combinaisons de survie. Enfin, on est dans un autre. C'est pas facile de monter sur un iceberg comme on monte sur un rocher, quoi. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est très Ouais, haut. c'est Ouais, ça, celui qu'on a observé, 30 mètres, voire plus, hein, il y en a, ouais. C'est beaucoup plus haut que les mâts de Tara, par exemple. Ouais, voilà, 30 mètres, ça fait un immeuble de plusieurs étages déjà. Donc, effectivement, on grimpe pas dessus comme ça. Ça marche. Alors, on va essayer d'aller dans la classe de Félicie Alcouf. J'active votre son, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah, si, ça y est. Vous nous entendez? Oui, très bien. Super, eh ben, on vous écoute pour votre question. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je voulais vous poser une question. Comment faites-vous pour rentrer chez vous après une escale? Ah bah ça c'est une autre très bonne question. Et ben moi par exemple je débarque dans 3 jours. Voilà. Après presque 4 mois à bord, j'ai une collègue là qui va venir me remplacer après-demain. On va faire une journée ensemble, une soirée, et le lendemain je m'en vais. Et elle va rester à bord à peu près 3 mois, et puis après je reviens 3 mois, et ça marche comme ça par rotation. Ça, c'est pour les marins. En général, ils font entre 3 et 4 mois d'embarquement et après, ils débarquent. Les scientifiques, c'est un peu plus court. Je laisse Léa nous en parler. Oui, bah, du coup, moi, je suis arrivée il y a un mois sur Tara et je vais partir 2 jours après Carole. Donc, les scientifiques, généralement, on reste plutôt un mois et demi sur le bateau et ensuite, pour rentrer, on prend l'avion. Donc, on a toutes les deux un trajet long. Ouais. Par exemple, pour moi, pour rentrer, je prends un avion jusqu'à la capitale du Chili. Après, du Chili, je dois prendre un avion jusqu'à Sao Paulo, au Brésil. Donc, pas du tout sur le trajet. Et ensuite, du Brésil, je peux rentrer à Paris. C'est 1 jour et demi de trajet en avion pour rentrer. Ouais, c'est ça, c'est une petite logistique. Il n'y a pas qu'un seul avion directement pour rentrer chez vous. Non, Ça marche. Là, on est au bout du monde. C'est ça, vous avez vu tout à l'heure, ils sont vraiment au bout de l'Amérique du Sud. Alors maintenant, j'ai une question de Maëlie dans la classe de Mélanie Panécoq. Je suis désolée si j'écorche un peu votre prénom. Qui demande depuis combien de temps vous faites ce travail? Et ben moi, ma formation, c'est cuisinière à la base. Donc, à partir de 15 ans, j'ai fait une école hôtelière et ensuite, je suis allée travailler dans des restaurants, des hôtels. Et ça va faire 4 ans que je travaille sur des bateaux. Donc, je suis allée me former dans une école de marine marchande. Et sur Tara, ça va bientôt faire 3 ans que... Non, 2 ans et demi pour l'instant. Ça fait 2 ans et demi et j'avais travaillé sur d'autres bateaux avant ça. Ça, c'est me concernant. Ouais, et pour moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que Tara, ce n'est pas mon travail principal. Je viens dessus pour faire des mesures, mais du coup, moi, je travaille dans des laboratoires de recherche. Et donc, maintenant, ça fait 3 ans que je travaille dans un laboratoire de recherche et c'est la 2e fois que je viens sur Tara pour 1 mois et demi, 2 mois. Ok, super, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller à l'école, dans l'école Aristide Briand, à Le Palais sur Vienne. J'active votre son. Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. C'est Nila qui va vous parler. Très bien. Bonjour, je m'appelle Nila. Est-ce que vous avez déjà eu le mal de mer sur le bateau? Vas-y. La réponse courte, c'est oui. Mais le mal de mer, il y a différentes intensités. Tu peux, par exemple, quand tu commences juste à être malade, tu vas juste avoir un petit peu mal à la tête, un petit peu mal au ventre. Ouais. Donc, moi, c'est plutôt ça que j'ai eu. Mais on a d'autres collègues sur le bateau qui ont été très malades du mal de mer. Et donc là, ça va être des vomissements, des vertiges, l'envie de dormir. La fatigue, ils n'arrivent plus forcément à boire ni à manger. Alors ne pas manger, c'est pas très grave, sauf que si on vomit, bah là, ça devient un peu plus compliqué. Et surtout, il faut boire, quoi, parce qu'on perd beaucoup d'eau.
Voilà. Et puis ensuite, moi, je suis pas sujette au mal de mer plus que ça, mais ça m'arrive quand même. Si par exemple, si tu es très fatigué, bah, tu peux être plus sensible aussi au mal de mer. Ça peut arriver. Si tu as mangé aussi un bol de chantilly ou tout ce qui est très crémeux, je sais pas, une paire de flancs, ce genre de choses, ça peut vraiment faire pression sur le foie, on va dire, et déclencher le mal de mer comme il faut. D'accord. Bah, du coup, ça me permet d'enchaîner avec une question qui était qu'est-ce que vous mangez? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut manger pour pas avoir le mal de mer? Est-ce qu'il y a des choses bah, pour ne pas l'avoir, le mal de mer, oui, bah, il faut évidemment ne pas manger trop gras en fait, parce que manger gras, immédiatement le mal de mer peut se apparaître, mais c'est plutôt quand on a le mal de mer, c'est bien de manger des choses très très sobres, genre un bol de riz blanc. Ah, c'est moi. Et puis, ou alors une banane. Les bananes, c'est pas mal aussi pour le mal de mer. Voilà. D'accord, mais éviter les tartes, par exemple. Les choses un peu grasses. Ouais, et surtout les Comment ça, les produits à une base de belle tarte? crème, de lait. La belle tarte de D'accord. Sophie. Très Bah, c'est bien. Sophie qui vient après le pain, là. C'est ça. Alors, du coup, maintenant, on va aller dans la classe de David Perrin. Et en attendant... Ah, bah, ça fonctionne déjà, j'ai l'impression. Vous nous entendez? Oui, très bien. On a une Super, question on vous de, écoute. on a une question de Béranger. Je laisse la poser. Très bien. Comment produisez-vous de l'électricité à bord du bateau? Alors, nous produisons de l'électricité avec des groupes électrogènes qui consomment, eux, du gasoil. Et donc, c'est avec des groupes électrogènes qu'on peut avoir suffisamment d'énergie pour faire marcher le bateau et aussi tous les instruments scientifiques qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que des panneaux solaires ou des éoliennes, ce serait ça ne produit pas suffisamment d'énergie, donc on a vraiment besoin de groupes et on en a 3. Donc voilà, on alterne en fait. Pour la maintenance, on en a 3 groupes et au cas où il y en a un qui tombe en panne, au moins on en a encore 2 autres. Voilà, et puis aussi quand le moteur est en marche, on a un alternateur qui va produire de l'électricité via les moteurs aussi. Très bien, Voilà. merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, j'ai une question de Cédric de l'école de Pont-du-Fossé dans les Hautes-Alpes qui demande comment vous faites pour téléphoner ou contacter vos proches tous les jours. On les contacte pas tous les jours. Ça dépend aussi de la région qu'on traverse, mais on n'a pas forcément une très bonne connexion Internet. Et donc, pour la plupart d'entre nous, la seule connexion qui marche, ce sont les emails. Et donc, on peut envoyer des emails tous les jours, ça. Parfois, quand c'est un peu mieux, on peut envoyer des messages WhatsApp sans les photos, juste les messages. Et quand ça marche vraiment bien, comme quand on est en escale, on peut envoyer des photos par WhatsApp et on peut aussi appeler. Voilà. En Antarctique, par exemple, on avait une connexion très, très faible. Et donc, on était limité juste à des mails, mais via une boîte mail bien particulière. Et c'est le seul moyen de communiquer avec l'extérieur et avec ses proches. Ouais. Très bien, merci. Alors maintenant, on va aller dans la classe de CM2 à Sérignan-du-Comtat, donc de l'école Jean-Henri Femme, qui nous ont rejoint un petit peu tardivement. Ils avaient une question sur les manchots. J'active votre micro, comme ça vous pourrez poser directement votre question à Carole et Léa. Donc alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, et vous nous entendez? Oui, c'est tout bon, vous pouvez poser votre question. Bonjour, merci. Alors, vas-y Zoé, je demande. Bonjour, je m'appelle Zoé et une question, où se mettent les manchots pour dormir? Salut Zoé. Les manchots, certains manchots comme ceux que vous avez vus sur les photos, déjà tous les manchots ils vont dormir dehors, ils vont pas se créer un abri. Par contre, ils restent groupés entre eux pour se tenir chaud.
mais ils dorment dehors et certains se couchent sur le ventre pour dormir et il y en a qui dorment debout. Ils se créent un petit nid aussi, c'est assez marrant. Ils aiment bien collecter des... Enfin, ils aiment bien, en fait, je pense que oui, ils en ont besoin. Ils piquent des cailloux avec leur bec et puis ils marchent avec le caillou et ils se construisent une espèce de nid qui va isoler leur corps du sol et je pense que ça, c'est surtout pour la période où ils couvent les œufs. Pour éviter que l'œuf roule aussi. Pour coincer l'œuf dans leur petit nid de cailloux. Mais du coup, c'est pas vraiment un abri, c'est juste, c'est juste des cailloux posés au sol en forme de cercle. Mais ils passent beaucoup de temps à collecter les cailloux, ils se les piquent aussi. C'est pas facile la vie de manchot, je pense. Ça marche très bien. Alors, je crois qu'on est allé dans toutes les classes, il me semble. Alors, du coup, je vois l'heure qui passe très très vite, donc on va retourner sur le site menti.com. Oups, mince, on a déjà fait celle-là. Et alors là, du coup, maintenant, c'est à vous de mettre un petit mot à Carole et à Léa. Et du coup, pour leur dire ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec l'équipage, donc là, vous pouvez écrire un mot et il va apparaître à l'écran. Et plus le mot sera gros, plus ça veut dire qu'il aura été dit le plus de fois. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet échange avec l'équipage? Donc, c'est à vous de taper votre petit mot. Donc, est-ce que c'est les manchots? Est-ce que c'est la petite visite de la timonerie? Les échanges, les photos? Alors, du coup, il faut retourner sur le site menti.com. Ah, tout, super. Donc, vous allez sur www.menti.com et vous rentrez le code 20 02 24 75. Ah, voilà. Donc, vous, Carole et Léa, bon, tant mieux. Heureusement que la caméra a fonctionné. C'est super. Les photos, les belles photos. Ah oui, avec, du coup, il y a toujours des marins, des scientifiques à bord, mais il y a aussi un correspondant ou une correspondante de bord. Et c'est grâce à eux qu'on a des super belles photos de l'équipage, des icebergs notamment en Antarctique, du bateau, des animaux. Alors, oh là, ça change tellement vite, j'arrive pas à tout lire. Alors, les quiz, les animaux, les questions, vos réponses très claires, Carole et Léa, super. Les jolies photos des animaux. Les icebergs. Génial. Bah, écoutez, super, j'ai l'impression que ça vous a super plu. Bah, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup, Carole et Léa. Je vais couper mon partage d'écran, comme ça, on devrait vous voir en grand. Hop. Et comme il est 57 et qu'on enchaîne ensuite avec des élèves, donc je vous dis au revoir à tous. Merci beaucoup, Carole et Léa. Donc, on avait plein de classes de France aujourd'hui. On était 27 d'un petit peu partout en France. Donc, merci à tous d'avoir participé. Et à bientôt. À bientôt. Salut, Bye. bye.